Pénible. Terrible, oui, parce que d'abord, c'était un moment où j'étais le plus seule que j'étais dans ma vie, parce que Elle a souri à toute une génération. Silhouette fine, coupe garçonne, voix claire comme une matinée d'été. Jean Sandberg a marqué l'histoire du cinéma français en un seul regard, celui qu'elle jette à Belmondo dans À bout de souffle. Une image éternelle, une icône gravée sur pellicule. Mais cette image s'est figée bien avant l'heure. Le 9 septembre 1979, la police parisienne découvre une Renault blanche abandonnée dans une rue calme du 16e arrondissement. À l'intérieur, un corps, celui de Jean. Le silence autour d'elle est absolu. Pas de cris, pas de lettres, pas de témoins. Seulement une boîte de somnifères vide, quelques livres, et le temps qui s'est arrêté. 9 jours se sont écoulés entre sa disparition et cette macabre découverte. 9 jours où personne ne l'a cherché vraiment. Comment une femme aussi célèbre a-t-elle pu disparaître dans l'indifférence ? Pourquoi l'actrice adorée par la France, rejetée par l'Amérique, s'est-elle éteinte dans une solitude si opaque ? Et surtout, sa fin fut-elle le fruit d'une douleur intime ou le résultat d'une machine d'État bien décidée à effacer sa voix ? Derrière le mythe, il y a une guerre invisible. Et dans cette guerre, Jean Sandberg n'a jamais eu de place pour se cacher. Dans les années 1960, les rues de Paris bruissent d'une nouvelle énergie. Le vieux cinéma de papa est en train de mourir. Une révolution esthétique et narrative naît dans les cafés, les chambres de bonne, les couloirs de la cinémathèque. On l'appelle « Nouvelle Vague ». Et au milieu de cette déflagration artistique, une jeune femme aux cheveux courts, au regard perçant, à l'accent étranger. Jean Seberg. Elle n'avait rien d'une actrice française traditionnelle. Pas la diction travaillée du conservatoire, ni les poses de starlet, mais une sincérité brute, une vérité nue. Dans À bout de souffle, elle ne joue pas Patricia, elle l'est. Une vendeuse de journaux new-yorkais qui arpente les Champs-Élysées en criant « New York Herald Tribune » entre deux répliques à la fois naïves et existentielles. Le public est fasciné. La critique aussi. On ne parle plus que d'elle. Sa voix douce et légèrement décalée devient immédiatement reconnaissable. Son allure androgyne, son visage, son maquillage, sa liberté de ton bouleversent les codes. Elle incarne la jeunesse nouvelle, désabusée, mais encore rêveuse, détachée, mais vibrante. Très vite, Jean Seberg ne se limite plus à un rôle. Elle devient une icône culturelle. Les étudiantes se coupent les cheveux à la garçonne. Les magazines comme Elle, Paris Match, L'Express la mettent en couverture. Elle symbolise une élégance moderne, sans effort, sans phare. Elle tourne avec les plus grands, Préminger, Chabrol, Melville, Godard. Et pourtant, jamais elle ne semble chercher la lumière. C'est la lumière qui la trouve. Dans la récréation, Lilith, la ligne de démarcation, elle se transforme à chaque film, tour à tour éthérée, troublante, fragile ou distante, mais toujours vraie, toujours présente. On l'admire aussi pour sa discrétion. Pas de scandale tapageur, pas de soirée mondaine étalée. Elle est là, dans les rues, les cinémas, les pensées. L'Amérique l'avait rejetée après un premier échec. La France, elle, l'adopte avec ferveur. Elle devient presque plus française que les Françaises. Jean Seberg est une énigme fascinante. L'actrice américaine qui ne brillait qu'en français. Son accent devient un charme, son étrangeté une poésie. Elle n'a jamais vraiment joué un rôle public. Elle vivait à l'écart des poses et des conventions. C'est peut-être cela, justement, qui a séduit la France. Dans un pays en quête d'authenticité après la guerre, elle offrait quelque chose de rare, une sincérité sans stratégie. On ne savait pas tout de sa vie, et cela la rendait encore plus présente dans l'imaginaire collectif. Mais plus la France tombait amoureuse de Jean Seberg, plus un vide s'élargissait sous ses pas. Car si elle illuminait les écrans, nul ne savait ce qu'elle portait en elle loin des caméras. Avant Paris, avant Godard, avant les projecteurs, il y avait le silence. Celui d'une maison modeste du Midwest américain. Celui d'une enfance où les mots étaient rares et les regards encore plus.
Jean Dorothée Seberg est née en 1938 à Marshalltown, Iowa. Une ville plate, paisible en apparence, où tout semble figé dans l'ordre. Son père est pharmacien, sa mère enseignante. Protestant méthodiste, rigoureux, droit, distant. Jeanne grandit entre les règles et le devoir, mais sans espace pour la fragilité. Elle est vive, curieuse, en avance, et déjà différente. Très tôt, elle sent qu'elle n'appartient pas vraiment à ce décor. Trop sensible pour un monde rigide, trop silencieuse pour exister dans le tumulte familial. Elle se réfugie dans la lecture, le théâtre amateur, les rêves d'ailleurs. Mais à la maison, ces rêves ne sont pas toujours bienvenus. La tendresse ne se dit pas, l'angoisse encore moins. À l'adolescence, elle découvre le cinéma comme une échappatoire. Elle s'inscrit à des cours d'art dramatique, sans grande ambition, juste pour se sentir respirer. Mais à 17 ans, sa vie bascule d'un coup de fil. Otto Preminger, réalisateur viennois réputé pour sa sévérité, organise un casting international pour son film, Sandjaune. Jeanne postule presque par jeu, et elle est choisie. Elle quitte l'Iowa, monte à Hollywood et se retrouve sans filet à porter un film entier sur ses épaules. Elle incarne Jeanne d'Arc. Jeanne, la sainte sacrifiée. Jeanne, brûlée vive. Jeanne, trahie par les siens. Le parallèle est cruel. Le tournage est une épreuve. Preminger est dur, exigeant, cassant. Il ne lui pardonne rien. Les critiques sont impitoyables. Le film est un échec et Jeanne devient la cible facile. Trop jeune, trop inexpérimentée, trop étrangère au système. Pour une adolescente de 18 ans, le choc est immense. Elle encaisse, se replie. Les premières angoisses apparaissent, les premières nuits sans sommeil. Mais elle ne rompt pas. Elle continue. Comme si le rejet ne faisait que renforcer son besoin d'être vue et comprise. Mais cette blessure inaugurale ne se refermera jamais. Elle marque en elle une faille invisible, un sentiment d'inadéquation profond. Même quand elle sourira plus tard sur les affiches parisiennes, même quand on la filmera dans la lumière douce du matin, une part d'elle restera cette jeune fille de Marshalltown que personne n'avait appris à écouter. Elle n'a jamais parlé ouvertement de son enfance, mais elle l'a jouée dans ses rôles. Cette solitude familière, ce besoin d'amour mêlé de peur, cette tension permanente entre le besoin de s'exposer et le besoin de fuir, tout cela venait de là, d'un foyer sans chaleur, d'un départ trop brutal, d'une ascension trop verticale. Et à chaque fois qu'on lui disait qu'elle était incroyablement vraie à l'écran, elle ne savait pas si c'était un compliment ou une manière de rappeler qu'elle n'avait jamais vraiment appris à jouer. Jeanne Seberg n'était pas qu'un visage d'affiche. Elle croyait que le cinéma n'était pas une fin, mais un moyen d'exister, certes, mais aussi de dire quelque chose, d'appartenir à un monde plus vaste. À la fin des années 1960, alors que le monde artistique se perd dans les cocktails et les pauses, elle prend un autre chemin. Elle s'engage. Discrètement, mais résolument. Elle lit les journaux américains, elle suit de près le mouvement des droits civiques. Ce qu'elle voit la révolte. Ce qu'elle ressent, elle ne le joue pas, elle le vit. Elle commence à soutenir des associations, puis des figures plus radicales. En 1969, elle apporte un soutien financier au mouvement des Black Panthers. Elle rencontre leurs représentants, s'affiche publiquement à leurs côtés. Pour une actrice blanche, américaine, installée à Paris, c'est un acte rare, courageux. Mais aux yeux de certains, c'est un affront. Le FBI de J. Edgar Hoover ne la considère plus comme une actrice. Elle devient une cible. Sous le nom de code COINTELPRO, les services fédéraux lancent une campagne d'intimidation silencieuse mais implacable. Surveillance, filature, écoute et surtout rumeurs. Un jour, dans la presse américaine, une information fuitée affirme que Jeanne attend un enfant et que le père serait un membre noir des Black Panthers. Ce mensonge la frappe en plein cœur. À quelques mois de sa grossesse,
elle perd le bébé. La douleur est incommensurable. Elle organise une conférence de presse, présente le corps inerte de l'enfant, pas pour provoquer, mais pour défendre sa vérité, pour protéger sa dignité. Ce jour-là, le scandale dépasse le simple fait divers. Le public se divise, les studios se taisent. Jean Seberg n'est plus une muse, elle est devenue problématique. Ses rôles s'amenuisent. Les producteurs hésitent, les réalisateurs détournent le regard. Même en France, elle sent que l'air se raréfie. À la détresse professionnelle s'ajoute la déchirure intime. Son mariage avec Romain Gary, écrivain admiré, se fissure. Les disputes deviennent quotidiennes, les silences plus cruels que les mots. Ils finiront par se séparer, mais resteront liés par un fil invisible, un fils, Diego, et une douleur partagée qu'ils ne sauront jamais nommer. Jean sombre doucement. Elle consulte des psychiatres, elle prend des traitements lourds, parfois contradictoires. Elle tente de remonter à la surface avec des rôles mineurs, des tournages secondaires, des apparitions discrètes. Mais son regard a changé. Il ne cherche plus la caméra, il la fuit. Le public, lui, ne sait plus quoi penser. La muse d'hier n'entre plus dans les cadres d'aujourd'hui. Elle dérange, elle inquiète. On préfère se souvenir d'elle comme elle était, plutôt que de la voir comme elle est devenue. Et dans ce glissement imperceptible entre gloire et oubli, Jean Seberg commence à disparaître. Pas d'un coup, mais lentement. Par fatigue, par lassitude, par refus de continuer à porter le poids d'un regard qui un jour l'avait tant désiré et qui désormais l'évitait. À la fin des années 70, Paris continue de vibrer au rythme de la modernité. Mais pour Jean Seberg, la ville s'est refermée comme une cage. Elle y vit toujours, mais n'y habite plus vraiment. Ses sorties sont rares, ses apparitions publiques encore plus. Elle refuse les interviews, ignore les scénarios, laisse les téléphones sonner dans le vide. Autrefois, elle montait les marches des festivals. Désormais, elle descend les escaliers de service. Elle habite un appartement discret dans le 16e arrondissement. Un lieu propre, ordonné, presque clinique. Une solitude choisie, puis subie. Elle lit beaucoup, écrit, tente parfois de tenir un journal, mais les phrases s'interrompent. Comme si même les mots finissaient par lui échapper. Jean est suivie par des psychiatres. Elle alterne les traitements, sans succès réel. Elle souffre d'insomnie sévère, de désorientation, de crise d'angoisse. Elle téléphone parfois à ses amis au milieu de la nuit, sans dire grand-chose. Parfois elle reste silencieuse et raccroche. Un jour, elle confie à une proche « Je ne veux plus être regardée ». C'est une phrase simple, mais dans sa bouche, elle sonne comme un adieu. Le 30 août 1979, Jean quitte son domicile. Elle descend, seule, les marches de son immeuble. Elle monte dans une Renault 5 blanche, emportant quelques livres, des médicaments, un carnet. Elle ne rentrera jamais. Pendant 9 jours, personne ne s'alarme vraiment. Quelques appels, quelques inquiétudes. Mais Jean Seberg n'était-elle pas connue pour ses disparitions soudaines? Ce n'est que le 8 septembre que la police retrouve son véhicule, stationné rue du Général Appel. Les vitres sont embuées, l'odeur est lourde. À l'intérieur, le corps d'une femme, étendu à l'arrière, comme endormi depuis longtemps. La décomposition ne laisse guère de doute sur la durée. À ses côtés, une boîte de somnifères vide. Aucun mot d'adieu clair, quelques notes brouillées. Un silence plus épais que la mort. L'autopsie conclut à une ingestion massive de barbiturique suivie d'une asphyxie probable. Mais les autorités restent prudentes. Le dossier est clos, sans éclat. La presse relaie l'information sans scandale. Le monde déjà regarde ailleurs. Ce jour-là, une actrice s'est éteinte. Mais cela faisait des années que Jean Seberg n'était plus vue. Ni par les caméras, ni par ses proches, ni peut-être par elle-même.
Il n'y eut pas de foule, pas de caméra, pas de larmes publiques. Lorsque Jeanne Seberg fut enterrée, ce fut presque dans l'anonymat. Son corps, rapatrié discrètement à Marshalltown, sa ville natale, fut inhumé dans le cimetière local. Une tombe simple, une stèle sobre, pas de fleurs exotiques, pas de discours officiels, juste un nom, 2 dates, et beaucoup de vide entre les deux. La presse française évoqua brièvement son décès. Quelques articles, quelques hommages feutrés. Le cinéma ne pleura pas longtemps. Et Hollywood, qui ne l'avait jamais vraiment accueilli, ne dit rien. Jeanne Seberg, celle qui avait symbolisé un renouveau du regard, devint presque instantanément un souvenir. Un visage parmi d'autres. Une photo jaunie dans une revue de cinéphiles. Même les chaînes de télévision hésitaient à rediffuser ces films. Trop politiques, trop tristes, trop oubliés. On ne savait plus très bien. Pendant longtemps, son nom ne fut prononcé qu'à voix basse. Dans les cercles militants, elle devint un exemple de répression silencieuse. Dans les écoles de cinéma, une note en bas de page. Et pour le grand public, rien. Le néant. Romain Gary, l'un des seuls à garder sa mémoire vivante, déclara « Jeanne n'est pas morte d'un excès de somnifères, elle est morte d'un excès d'Amérique. » Une phrase qui claque, mais qui résume peut-être trop facilement ce qui n'a jamais été expliqué. Jeanne n'a pas eu de fin spectaculaire. Elle n'a pas été arrachée au monde avec violence. Elle s'est dissipée, comme une lumière qu'on aurait oublié d'éteindre, et qui, faute d'énergie, s'éteint d'elle-même. Son dernier film, presque invisible, s'intitule « La Légion saute sur Kolwezi ». Un rôle mineur dans une production sans éclat. On la voit pas peine. On sent déjà qu'elle n'est plus tout à fait là. Il reste des photos, des vidéos, des articles. Mais ce qui faisait vibrer l'écran quand elle apparaissait, cette présence magnétique, cette étrangeté familière, cela, aucun enregistrement ne pourra jamais le restituer. Et aujourd'hui encore, si l'on demande à quelqu'un ce qu'il sait de Jeanne Seberg, on entend souvent « Ah oui, la fille dans À bout de souffle, elle est morte, non ?» Puis le silence. Nous avons aimé son visage, sa manière de marcher, de parler, de détourner le regard. Nous avons répété ses répliques, affiché ses photos, adoré ce qu'elle représentait. Mais avons-nous jamais regardé Jeanne Seberg vraiment? Pas l'actrice, pas la muse, mais la femme. Avons-nous entendu ses silences? Avons-nous compris ses absences, ses refus, ses replis? Ou avons-nous simplement tourné la tête quand elle a cessé de sourire? Elle voulait aimer, comprendre, s'engager. Mais le monde n'a pas su quoi faire d'elle. Trop libre pour être contrôlée, trop fragile pour être protégée. Jeanne Seberg fut peut-être l'un des visages les plus purs que le cinéma ait connus. Mais ce visage, trop souvent scruté, fut peu souvent écouté. Et s'il y a une tragédie dans sa vie, ce n'est